Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans ce numéro du décryptage. Pour commencer ce programme du soir, et c'est toujours avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'Ukraine et de la Russie. Pourquoi Joe Biden donne le feu vert à Kiev pour frapper le territoire russe? C'est notre interrogation dont nous interrogerons avec vous. Le président américain Joe Biden aurait donné le feu vert à l'Ukraine d'utiliser les missiles longue portée des États-Unis pour frapper sur les territoires russes, alors que cette autorisation n'était pas accordée depuis un bon moment à l'Ukraine. Les États-Unis viennent-ils réellement de le faire? Il n'y a pas encore de confirmation officielle, mais des sources proches qui ont gardé l'anonymat. Selon des médias américains, la Maison-Blanche, effectivement, aurait donné le feu vert donc à l'Ukraine de frapper à l'aide de ses missiles le territoire russe. Est-on en train de vouloir franchir une ligne rouge? Qu'adviendra-t-il? Quelle sera la réaction de la Russie? Nous allons nous interroger avec vous. Alors, pourquoi, jusqu'à présent, le flou reste sur la véracité de cette information? Pourquoi la Maison-Blanche ne prend pas ses responsabilités pour dire oui, nous avons donné ce feu vert ou non, nous ne l'avons pas donné? À mon avis, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un véritable retournement de situation. Le président Biden a été interrogé sur le pourquoi il ne mettait pas ses missiles de longue portée, 300 km à peu près, à la disposition de l'Ukraine en l'autorisant également de l'utiliser. Biden avait dit lui-même que ces missiles n'apporteraient pas un changement décisif dans la guerre. Ce sont ses propres mots, c'est celui qu'il avait dit, et qu'en plus, cela risquerait d'engendrer une nouvelle escalade au niveau de la guerre. Donc, on est vraiment en face d'un retournement de situation. Est-ce qu'il ne veut pas se dédire, c'est pourquoi il n'a rien dit, mais ce qui est sûr, c'est que la Maison-Blanche a donné cette autorisation, puisque c'est les journaux américains qui eux-mêmes ont d'abord donné l'information. Zelensky, au départ, avait fait un peu de ni oui ni non. Finalement, il l'a reconnu en disant nous allons l'utiliser. Oui, et entre le moment où il dit nous allons l'utiliser et le moment où il l'utilise, pratiquement, il n'y a même pas d'espace. Ben, l'autre élément, c'est les Russes qui ont reçu ces missiles. Bon, ils savent les identifier, ils savent bel et bien que ce sont ces missiles qui ont été remis par les Américains. Donc aujourd'hui, indiscutablement, ces missiles américains ont été utilisés par l'Ukraine pour frapper le territoire russe. On sait que les États-Unis, comme on l'avait dit, étaient réticents à l'idée d'autoriser l'utilisation de ces missiles pour frapper sur les territoires russes. Mais selon les informations, ils devaient les utiliser pour se défendre sur leur propre territoire. Pourquoi décider finalement, alors que Joe Biden est presque à la sortie, d'autoriser Kiev à lancer ses missiles sur le territoire russe? Pourquoi prendre cette décision en ce moment précis où il sait qu'il a déjà un successeur qui est connu, qui n'est pas vraiment favorable à une telle position? Il y a plusieurs hypothèses qui sont développées. La première hypothèse qui est, à mon avis, la moins tenable, les gens pensent qu'ils voudraient mettre le président Trump en difficulté, lui qui disait qu'il va venir résoudre le problème en une journée. C'est-à-dire en créant un problème avant de partir pour que la résolution soit encore beaucoup plus difficile. Bon, personnellement, ça ne me convainc pas trop parce que l'administration américaine n'est pas là pour un président, elle est là pour les États-Unis. C'est différent de ce qui se passe dans nos pays, c'est très différent. Mais il y a d'autres raisons qu'on peut considérer comme étant plausibles et valables. La première raison, c'est ces soldats nord-coréens. Où l'information, c'était la même chose. On révèle, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est clair, il y a des milliers de soldats nord-coréens sur le territoire russe et qui combattent du côté de la Russie. D'ailleurs, dans la rencontre au niveau du G20, le Premier ministre allemand, le président français, tous se sont approchés du président chinois. Puisque la Corée du Nord avec la Chine, avec le communisme, même si dans la Chine, le communisme est mélangé avec du capitalisme, il y a une certaine proximité d'un point de vue idéologique. Pour dire aux Chinois, il faut dire à votre monsieur de faire attention à ce qu'il fait. Au même moment, vous avez la Corée du Sud qui tape du poing sur la table en considérant que les réactions des Américains, la réaction de l'OTAN de façon générale, n'est pas suffisamment forte par rapport à la présence de ces soldats nord-coréens sur le sol russe pour participer au combat. Zelensky, dans son dernier discours, a dit le G20 n'a rien fait. Lui, il a été beaucoup plus catégorique. Donc, on peut penser que
la présence de ces soldats nord-coréens, tout le monde connaît la relation entre les États-Unis et la Corée du Nord, peut être un argument valable pour que les Américains ajoutent un plus à leur soutien par rapport à l'Ukraine, parce que la Russie s'est retrouvée avec un plus. Vous avez autre élément qui est valable également, que le président Zelensky lui-même avait reconnu. Ils ont des difficultés au niveau de la partie Est surtout, mais pas seulement là-bas. Certains analystes disent que depuis quelque temps, pratiquement chaque semaine, les Russes parviennent à grignoter 100 km² au niveau du territoire de l'Ukraine. Et que bientôt, le Donbass et toute cette partie Est-là, ils vont tout prendre. Alors que le président ukrainien lui-même reconnaît qu'il y a des difficultés dans le recrutement. Il y a des difficultés au niveau des armes qui sont à leur disposition, etc. Est-ce que le président Biden est en train de redonner de la force à l'Ukraine pour ne pas que l'Ukraine ne s'écroule devant la Russie et que ça soit avec la fin de son mandat, ce qui serait une mauvaise sortie pour lui d'un point de vue diplomatique. Un autre élément qu'on peut également regarder et s'interroger sur cela, c'est peut-être une stratégie pour préparer la sortie de la crise qui semble imminente. Puisque c'est curieux également de ce côté, c'est Zelensky qui a dit samedi, il va utiliser des moyens diplomatiques pour régler le problème en 2025. Mais tu dis j'utilise des moyens diplomatiques et tu utilises des missiles. Je crois que les deux ne sont pas les mêmes et c'est là où on peut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir gagner au niveau militaire? De quoi permettre à l'Ukraine, dans une négociation prochaine qui semble imminente avec la Russie, de pouvoir négocier en position de force. Parce que pour Poutine, ce ne serait pas intéressant que ces missiles tombent dans les villes de la Russie, puisque ça peut amener les populations russes dont on ne connaît pas exactement la position, bien qu'on sache que certains sont contre, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. Ça pourrait amener ces populations à manifester davantage leur mécontentement par rapport à cette guerre qui est en train de durer. Donc il y a toutes ces hypothèses qui sont là, qui peuvent être considérées comme des raisons ayant amené le président Biden à autoriser et à fournir à l'Ukraine ces missiles. Et effectivement, ces missiles commencent déjà par être lancés. Est-ce que cela ne va pas susciter une autre réaction plus virulente de la Russie, puisque Poutine avait déjà bien prévenu qu'une telle autorisation serait considérée comme une implication directe des pays de l'OTAN par rapport aux pays qui l'auraient autorisé, une implication directe de ce pays dans la guerre? En tout cas, une chose est sûre, ce que Biden disait auparavant se vérifie. C'est lui qui disait on ne va pas donner parce que ça ne sera pas déterminant, ça ne permettra pas à l'Ukraine de gagner la guerre. Mais ça va entraîner une escalade. Aujourd'hui, tout le monde attend l'escalade, y compris les États-Unis, puisque les États-Unis ont fermé leur ambassade en Ukraine. La Belgique l'a fait, l'Espagne l'a fait, la Grèce, l'Italie. Et les gens le font en se disant qu'on s'attend à une réponse de la Russie et ils s'attendent à un bombardement aérien massif. De sorte que la réunion du G20 dont je parlais, le président français en particulier dit qu'il a demandé au président chinois d'aller voir son ami russe et de faire du lobbying pour qu'il ne bombarde pas davantage l'Ukraine. C'est-à-dire que les gens savaient que si vous montez la guerre d'un côté, d'un cran, mais vous aurez une réponse de l'autre côté qui consistera à monter également la guerre d'un cran. Il y a le discours également de Poutine. Bon, espérons qu'il ne va pas le faire. Il a élargi les causes permettant d'utiliser l'arme nucléaire. Oui. Puisque la théorie, l'idéologie de la Russie en matière nucléaire, c'est de répondre. Ce n'est pas de prendre l'initiative d'utiliser l'arme nucléaire. Mais il a amené un élément supplémentaire en disant, puisqu'au départ, ça s'adressait à un pays possédant l'arme nucléaire, mais il dit maintenant si un pays possédant l'arme nucléaire met des armes balistiques, c'est-à-dire ces missiles, à la disposition d'un pays, même si ce pays ne possède pas les armes nucléaires, eux, ils considèrent que c'est une forme de co-belligérance contre la Russie. Donc ça ouvre la porte à la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Et il faut dire que ça a secoué le landerneau mondial, le président turc, tout le monde est en train de réagir. La Suède est allée très loin. Ils ont distribué des fascicules à leur population pour leur expliquer comment on prépare un kit de survie, disant aux populations, préparez-vous à
à la guerre parce qu'on ne sait pas ce que cela va donner. Donc, incontestablement, vous avez des gens qui s'attendent à une escalade et d'autres même qui se disent que ça peut même déborder, puisque quand la Suède se met à prendre à préparer ses populations à la guerre, en leur disant les abris se trouvent à tel endroit, etc., prenez telle précaution, préparez ceci, préparez cela, mais ça veut dire que les gens s'attendent à une réaction de la Russie qui pourrait être une réaction forte, jusqu'où on ne le sait pas, parce que dans cette guerre, c'est Poutine qui est le maître du jeu. C'est lui qui décide de ce qui se passe, et bien sûr, c'est quelqu'un, il est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Au-delà, jusque-là, on a vu les réactions de Poutine par rapport aux ripostes de l'Ukraine. Jusqu'où serait-il prêt à aller avec l'utilisation de ces missiles longue portée des États-Unis par l'Ukraine aujourd'hui? Ben, c'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui. Et on espère qu'il n'ira pas loin. Parce qu'il a aujourd'hui payé un coût très élevé dans cette guerre en termes de morts et de blessés. La Russie ne publie pas ces chiffres. L'Ukraine également ne publie pas ces chiffres. Vous avez des structures spécialisées qui travaillent sur ces questions, qui disent qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1 million de morts et de blessés des deux côtés. Généralement, avec un chiffre de morts plus élevé du côté des Russes que du côté de l'Ukraine, curieusement. Mais ce chiffre, on ne peut pas dire il est vrai, on ne peut pas dire il est faux, parce que ce sont des estimations, ce ne sont pas des données qui ont été récoltées en bonne et due forme. Donc ça veut dire que cette guerre a un prix. Même la Russie a intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Parce qu'à côté de ce prix humain, vous avez un prix financier. Les estimations parlent au niveau de la Russie d'à peu près 300 milliards de dollars. Mais c'est un coût qui est véritablement un coût énorme. Et quand ça continue, puisque on va d'escalade en escalade, ça veut dire que le coût va encore être beaucoup plus élevé. Mais au niveau de l'Ukraine, le coût n'est pas autant élevé parce que l'Ukraine n'a pas tous ses moyens, mais le coût est élevé pour ceux qui sont en train de soutenir l'Ukraine dans cette guerre. Et bon, finalement, il n'y a plus de grand soutien parce que Trump a été clair. Si vous regardez de plus en plus la position des États, l'Union européenne, actuellement, ils sont un peu mélangés. D'ailleurs, sur l'utilisation de ces missiles, vous avez la France qui est favorable, vous avez la Pologne qui a toujours dit « OK, il faut le faire », mais vous avez l'Allemagne qui s'oppose. Parce que l'Allemagne a des missiles qu'on appelle russes qui peuvent aller encore plus loin que ces missiles et les missiles français, mais l'Allemagne refuse toujours de mettre même ces missiles à la disposition de l'Ukraine, encore moins de donner l'autorisation de l'utiliser sur le territoire russe. Mais ce qui veut dire que au niveau du camp qui doit soutenir l'Ukraine dans cette affaire des missiles, les positions ne sont plus les mêmes, surtout que la victoire de Trump oblige les Européens à revoir leur politique par rapport à l'Ukraine, parce que s'ils décident de continuer la guerre, il va falloir compenser le soutien que les États-Unis apportaient, qui était un soutien extrêmement important, alors que si Trump respecte ce qu'il a dit, ce soutien, je ne dis pas qu'il va s'arrêter, mais s'il continue, il va être extrêmement faible par rapport à ce que le président Biden a eu à faire. Tous ces éléments, donc, devraient amener la Russie à pouvoir accepter quand même une négociation, parce que quoi qu'on dise, ils sont en position de force, ils ont à leur disposition une partie du territoire de l'Ukraine. Bon, c'est vrai que l'Ukraine est également à course. Je ne sais pas finalement s'il faut faire un échange. Course sera échangée avec quelle portion au niveau de l'Ukraine, mais ça ne risque pas d'être échangé avec tous ces espaces occupés actuellement par les Russes. Alors, est-ce que le président Joe Biden est prêt à endosser les responsabilités d'une telle autorisation, vu qu'il est sur le point de quitter les États et la présidence des États-Unis? Mais on peut dire oui, il est prêt à endosser cette responsabilité, puisqu'il vient d'ajouter une mesure supplémentaire. Il vient d'autoriser la livraison de mines antipersonnelles à l'Ukraine. Vous avez actuellement déjà un certain nombre d'organismes qui se battent contre ces mines parce que ça fait des dégâts terribles au plan humain, qui commencent même à dénoncer en se demandant mais pourquoi les Américains vont accepter de livrer à l'Ukraine des mines antipersonnelles, même si l'Ukraine déclare que ces mines vont être utilisées qu'en cas de besoin. Mais ça veut dire que les Américains sont dans une escalade, et c'est ça qui est curieux. Biden est à la fin de son mandat. On lui a plusieurs fois demandé, pas ces missiles et autres, mais rappelez-vous les F-16. Combien de fois le président ukrainien est allé voir ces pays pour avoir les F-16.
On a traîné avant de donner l'autorisation. Quand on a donné l'autorisation, il fallait former les soldats, etc. Mais ça a pris énormément de temps et on ne lui a pas donné la quantité que lui, il demandait. Mais aujourd'hui, effectivement, on s'interroge quelle mouche a piqué ce Biden en fin de mandat pour que, sur un mandat où il reste pratiquement moins de 3 mois, qu'il veuille accélérer ce soutien américain au niveau de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'interrogation est encore là avec les hypothèses que j'avais évoquées au début. Alors, que faut-il retenir de façon générale de cette autorisation donnée, qui serait donnée par le président Joe Biden, puisque lui-même ne l'a pas encore confirmé, même si tu portes à croire qu'il l'aurait donné, et que l'Ukraine commence par utiliser les missiles longue portée des Américains sur le territoire russe? Mais ce qu'il faut retenir, c'est un risque supplémentaire d'escalade au niveau de cette guerre, puisque très certainement Moscou va répondre aux missiles qui ont été lancés sur son territoire. Le deuxième élément, c'est toujours un risque d'embrasement, c'est-à-dire d'un conflit qui déborde de l'Ukraine si Poutine met en œuvre les menaces qu'il a eu à faire, soit en utilisant le nucléaire, soit en considérant que ceux qui soutiennent l'Ukraine sont en co-belligérance et qu'il serait tenté d'envoyer ne serait-ce que des missiles dans un autre pays. On rentrerait carrément dans une autre phase. Mais pour le moment, moi je n'y crois pas trop. Même la Russie a intérêt à ce que cette guerre prenne fin. Il leur faut un peu de patience tout simplement le temps que Trump arrive au pouvoir. Et je crois que c'est le jeu que la Russie va faire en maintenant la pression au niveau de l'Ukraine et en attendant la fin du soutien américain pour qu'il soit davantage en position de force pour négocier et imposer la paix à l'Ukraine. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité.